tu dis sans arrêt que toi et Sonny Black, vous êtes amis, alors... Donnie, j'ai été convoqué. Dans notre milieu, quand on te convoque, t'es vivant quand t'arrives, en sortant t'es mort, et c'est ton meilleur ami qui t'a exécuté. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on revient sur un petit peu l'avancée de la série Andor qui vient de livrer son 3e chapitre sur 4. Donc désormais, oui, ce sont 9 épisodes de dispo sur 12. Alors désolé, la semaine dernière, effectivement, je n'ai pas pu faire de vidéo sur le chapitre 2 pour voir comment évolue cette saison finale. Donc bon, on va essayer de rattraper un petit peu le truc à travers cette vidéo-là. Donc on a bien confirmation que chaque nouveau chapitre traité en 3 épisodes fait avancer l'intrigue d'1 an avant la bataille de Scarif, que l'on a vu dans Rogue One. Ce qui fait qu'effectivement, le chapitre 2 nous a amené à 3 ans avant. Et alors, bon, si j'ai été assez content par le premier chapitre, avec du recul, c'est sûrement en raison d'un certain aveuglement, lié à l'enthousiasme de retrouver, on va dire, le seul contenu Star Wars Live qui vaut véritablement le détour, parce que pour une fois qu'on a un truc un tant soit peu sérieux dans cet univers, effectivement, on veut en profiter. Alors, j'avais quand même, dans ma vidéo, émis quelques réserves, évidemment, mais au final, on se rendait rapidement compte que les multiples intrigues qui constituaient vraiment ce chapitre numéro 1 avaient finalement peu d'intérêt. Voilà, on repense évidemment au vol du vaisseau par Cassian, mais au final, à la fin du 3e épisode, quand tu y repenses, ok, c'est super, mais en gros, ce vol, d'une importance soi-disant capitale, apparemment, en fait, ça servait à quoi ? Si ce n'est de perdre son temps et allonger inutilement cette intrigue à grand renfort de personnages débiles qui s'amusent en plus à Shifumi en 27 manches gagnantes pour prendre des décisions. L'intrigue autour de Mon Mothma, alors qu'il se sert effectivement du mariage arrangé de sa fille pour poser des enjeux politiques et complotistes, mais qui sont tellement fouillis que tu en perds vraiment la moindre notion, et n'en reste finalement que la cérémonie de l'union dans le grand monde, qui cherche à en mettre plein la vue pour se boucler sur une techno-partie complètement ridicule. C'était aussi, sans oublier, la fameuse séquence Belle des Champs, pure repompe de Rebel Moon, donc avec le méchant oppresseur blanc qui tente d'agresser sous la ceinture une gentille femme, parce que tu comprends, chez Disney, on s'est un peu rappelé à l'ordre sur la politique d'inclusivité et d'idéologie, mais bon, si on peut encore glisser quelques quenelles restantes dans la fente du spectateur avec la même subtilité qui a fait leur douteuse réputation ces dernières années, et effectivement, ils vont en profiter encore. C'est toujours Kathleen Kennedy qui dirige Lucasfilm. Mais surtout, le gros problème que moi j'ai avec cette entrée en matière, c'est que, ok, en termes de décor et d'univers, c'est quand même vachement plus ambitieux que tout ce que les autres séries Star Wars nous ont proposé. En même temps, c'était pas bien compliqué. Disons que c'est plus riche. Si on fait abstraction de l'intrigue dans les champs de blé, mais le problème, effectivement, c'est que on est dans l'univers Star Wars, qui s'est bâti à travers les galaxies et des milliers de planètes sur des milliers d'années, et donc à travers des milliers d'espèces vivantes, ok, mais elles sont où ? Sur 3 épisodes en presque 2h30, t'as 2 aliens qui se battent pour exister dans des coins de l'écran, Désolé, mais c'est pas ça, Star Wars. Et si tu veux pas donner plus d'importance à ces aliens, au moins propose-les en figuration, à la place d'humains qui ne servent qu'à remplir l'image, histoire de faire quand même un peu plus illusion qu'on est dans l'univers de Star Wars, Surtout qu'on est en pleine période d'oppression de la galaxie par l'Empire, qui fait quand même beaucoup dans la discrimination, donc les aliens devraient au contraire être davantage impliqués et concernés dans cette lutte qui se prépare contre l'ennemi. Et c'est d'autant plus honteux de la part de Disney qui veut jouer à mort le jeu de l'inclusivité, mais qui en oublie que cette inclusivité, justement, c'est le sel même de Star Wars. Oui, mais voilà, c'est pas l'inclusivité qu'ils veulent, eux, chez Disney. Donc on ne fait que de l'inclusivité à travers les races humaines. Donc on en perd les marqueurs de cette identité de la franchise, selon moi. On peut dire ce qu'on veut de la prélogie, mais il y avait une telle richesse dans la définition de cet univers, quand même. Et puis donc arrive effectivement le chapitre 2 qui déjà semble corriger un peu le tir, selon moi, déjà en poursuivant son intention de rester généreux visuellement, donc ça c'est quand même plutôt cool, avec des décors qui sont quand même assez riches, et on voit déjà un peu plus d'extraterrestres. Alléluia Si ce n'est que dans la continuité de ce que proposait justement la série, où on boit du caf et on mange des nouilles bleues, donc ça c'est un petit clin d'œil fait
amicaux que j'embrasse. Bah là, on nous colle des espèces de pigeons qui bombent le torse, s'il te plaît. T'as l'impression d'être à Montmartre, sans déconner. Enfin, je veux dire, l'équipe créative dans le pôle design, elle était partie en vacances au ski le jour où il a fallu créer ces bestioles. C'est quoi la prochaine étape? Nous coller un corgi avec une longue queue pour le rendre totalement original? Et puis c'est surtout que le chapitre 3, pareil, on va te coller des bananiers pour la déco. Hein. Enfin, et je mens pas, hein, c'est vraiment le cas. Hein. Donc oui, certains me diront « Ah, mais tu chipotes, c'est que du détail ». Oui, mais c'est du détail qui peut te faire sortir du truc. Enfin bref, néanmoins, le chapitre nous a permis effectivement de planter un autre contexte et avec des enjeux déjà beaucoup plus intéressants et risqués, et où les personnages, effectivement, ont enfin matière à jouer leur rôle, alors, du moins selon le besoin de l'intrigue de ce chapitre. Mais bon, ça, on va y revenir. Et surtout, la série entre dans un domaine qui est effectivement fort de traiter dans ce genre d'histoire. On entre dans l'espionnage, et ça, c'est plutôt très cool, parce que, effectivement, ça permet de rappeler que même à l'échelle d'une galaxie, une guerre, c'est pas que des batailles en dur, quoi. C'est aussi tout ce qui se trame derrière. Des complots, des infiltrations, la politique avec ses diverses magouilles en tout genre, le business, les trahisons et j'en passe. Et ce chapitre 2 fait vraiment, selon moi, la part belle à tout ça. Même si, et j'avais dit que j'en parlerais, toutes les intrigues, malheureusement, ne se valent pas. Et ce qui confirme un peu beaucoup les retours presse de ceux qui, justement, avaient eu la chance de voir la série dans son intégralité. Et d'ailleurs, le 3e chapitre va le révéler davantage. C'est que oui, l'intrigue des personnages se joue au jeu de la chaise musicale. Hein. Donc, lors d'un chapitre, tu vas avoir peut-être un personnage qui va être majeur, et puis dans le chapitre suivant, il n'existe presque plus, ou vice-versa. Donc là, maintenant qu'on a les 3/4 de la série, on peut le voir, et ça crée un véritable déséquilibre selon moi. Tout comme tu as également des personnages qui ont évolué, tu sais pas comment, hein, d'Adam. Et c'est là que tu te rends compte que, ouais, c'est bien cette histoire de chapitrage pour faire avancer l'intrigue plus rapidement en une seule saison au lieu de 2, comme c'était prévu initialement jusqu'à Rogue One. Mais ça laisse des trous dans la raquette de partout, et notamment dans l'évolution des personnages. Comme si effectivement la série a été charcutée, quoi. Et ce problème de chapitrage sur un an, il vaut aussi pour les sauts de puce dans le temps que ça implique. C'est-à-dire que, bon, entre l'action d'un chapitre qui se produit à peu près sur une durée de seulement quelques jours et celle du chapitre suivant sur une durée à peu près équivalente, il se passera des mois et des mois, mais tu ne sauras rien de quoi exactement. Si ce n'est éventuellement à travers voilà, quelques allusions médiatiques succinctes pour essayer d'offrir un peu de contexte sur l'évolution, mais que toi, t'aurais voulu voir tout ça, plutôt que parfois la série s'attarde sur des trucs qui ont guère d'importance. Mais oui, il manque des choses selon moi, et ça te laisse vraiment ce sentiment que, en gros, entre chaque chapitre, tout le monde a plus ou moins tapé la sieste. Après, il y a un autre problème qui se profile, même s'il est minimisé par le talent d'écriture de Tony Gilroy, c'est que, en fait, cette série souffre du même symptôme que Rogue One. C'est-à-dire que Rogue One, outre ses défauts d'écriture et notamment autour des personnages, il tentait de générer un attachement pour des protagonistes dont on connaissait déjà le sort. Et là, du fait qu'on a tous plus ou moins vu Rogue One, on sait également ce qu'il en est des personnages de la série Andor. Donc, bah oui, de surcroît, en tant que spectateur, t'attacher à certains, là encore, en sachant que de toute façon, il y a peu de chances qu'ils survivent à la fin, vu qu'on ne les verra pas dans Rogue One, c'est là aussi un petit peu handicapant. Mais la série essaye quand même de nous amener à un minimum de lien émotionnel avec eux, mais même parmi les méchants, hein. Notamment parce que, en termes d'écriture, c'est déjà beaucoup plus équilibré. C'est là toute la différence entre Rogue One. Rogue One, en fait, Tony Gilroy est intervenu en tant que script doctor pour réparer justement ces soucis-là, alors que là, il est vraiment le scénariste intégral depuis le début. Alors oui, je sais, j'ai tendance à être plutôt négatif jusqu'à présent, mais en vrai, c'est pas si mal, hein, franchement, juste que malheureusement, la série subit indubitablement le poids d'avoir dû condenser un récit de 2 saisons en une seule. Mais l'avantage, c'est que de par cette compression de l'histoire, et en fait la série en devient beaucoup plus dynamique. Bon, ça, on va également en parler. Alors pareil, un autre petit souci, je dirais, d'ordre formel, vu de ma fenêtre, c'est que autant cette série s'affaire à vouloir offrir une meilleure ampleur que les autres séries Star Wars, et ça c'est vraiment bien, comme je le disais, et on retrouve l'esprit Star Wars qu'on appréciait à travers la saison 1, autant on perd vraiment rapidement ce dimensionnement parce que la série n'arrive pas à outrepasser ce qu'elle est en dépit de ses efforts, à savoir une série.
En exemple, pour essayer d'étayer un petit peu mon propos, elle traite d'une planète du nom de Gorman, qui est un petit peu le point névralgique de toutes les intrigues. Donc planète qui subit l'oppression de l'Empire, envieux de l'exploiter pour une certaine ressource, soit. Oui, mais sauf que finalement, au vu de l'importance capitale de ce qui s'y passe, à travers le chapitre 2 et surtout le 3, hein, tu peux pas t'empêcher de te dire ouais, ok, mais oh, en fait, la planète, elle a une superficie de 20 km² ou bien. Et en gros, il n'y a que quelques milliers d'habitants là-bas, quoi. Parce que tout se concentre sur uniquement une portion de territoire. Donc en fait, on perd évidemment cette ampleur, malgré la gravité des faits qui s'y passent, mais des faits qui, effectivement, offrent la pleine efficacité à la série. Parce que, entre le chapitre 2, en mode espionnage, infiltration, conspiration et tout le merdier, avec une bonne montée en pression, et le chapitre 3 qui livre vraiment l'implosion après que justement la cocotte minute a bien bouilli longtemps, hein, et bien là oui, ça devient littéralement dynamique et surtout ça a de la gueule. Même si bon, faut quand même se farcir bien 15-20 minutes sur un épisode de manifestation de gilets jaunes qui crient en boucle « Nous sommes les Gors, la galaxie nous regarde ». Bon, ok, on baigne dans un climat de tension extrême, ça j'en conviens, mais 15-20 minutes à entendre ça à répétition, je cache pas qu'à la fin, t'en as un petit peu ras le fiac, quoi. Mais comme j'ai dit, vu ce qui se passe ensuite, on oublie vite vraiment ce moment saoulant à souhait, quoi. Donc là où la série, notamment à travers la première saison et le premier chapitre de la saison 2, nous berçait vraiment dans un rythme peut-être un peu trop soutenu, là ça va vraiment à fond de balle et les choses s'enchaînent avec une rébellion qui pose ses pièces pour se faire connaître et se faire reconnaître au cœur de la galaxie. Comme j'ai dit, en termes de tension, on est là, quoi. Alors que pourtant, on connaît la finalité. Mais ça marche super bien. Alors on appréciera aussi que cette avancée amène un petit peu plus de liens avec Rogue One, notamment grâce à l'arrivée de K2SO. On notera également quelques petits clins d'œil, hein, notamment à des allusions à la Force, mais plutôt subtils. Après, moi, je m'interroge, on est quand même à 2 ans de la bataille de Scarif, et tout ce qui entoure la conception de l'étoile de la mort, pour le moment, c'est un petit peu le mystère, quoi. Hein, alors que pourtant, ça fait des années qu'elle est en travaux. Et oui, rappelez-vous qu'à la fin de Star Wars épisode 3, on la voyait déjà en cours de construction. Donc ouais, on aurait peut-être aimé qu'il l'évoque ne serait-ce qu'un petit peu. Maintenant, bon, est-ce que c'est prévu pour le chapitre final ? À voir, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. On verra, et donc on aura l'occasion effectivement d'en reparler la semaine prochaine via, je pense, un bilan sur l'intégralité de la saison. Mais ouais, c'est quand même un petit peu dommage, parce que globalement, c'est traité avec sérieux. C'est vraiment efficace, même si pourtant l'entrée en matière était quand même assez laborieuse. Mais tu sens que la série subit véritablement le poids de son propre système de chapitrage étalé sur 4 ans, comme je le disais, et surtout le poids vraiment d'un cahier des charges qui a évolué dans le mauvais sens pour Andor, donc à savoir de condenser 2 saisons en une seule. Donc dans l'état actuel des choses, je mets la note de 3,5 sur 5, à voir comment ça va évoluer. Ça peut effectivement augmenter selon l'efficacité du dernier chapitre, qui je pense devrait quand même mettre les petits plats dans les grands. Pour le jeu de la réplique, c'était effectivement sur la vidéo de mi-saison de The Last of Us. Donc il fallait trouver un idiot à Paris, sorti en 1967 et réalisé par Serge Corbert. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez pour l'instant de cette saison. Est-ce qu'elle honore vos attentes, ou est-ce que selon vous, ça prouve davantage que Disney n'est pas fait pour pouvoir gérer l'ampleur d'une telle franchise? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les coms. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus et m'aider à mon expansion dans le YouTube Cinégame. Je sais que vous êtes très nombreux à venir voir les vidéos, mais pas forcément à venir vous abonner. Ça ne mange pas de pain, ça ne coûte rien. Et sachez qu'effectivement, on fait du contenu assez régulier. Donc venez découvrir tout ça. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!